Dans cette conversation entre François Peyote et son psychanalyste Sigmund Menardo, il est question de l'inconscient personnel et collectif. François explique qu'il a consulté son psychanalyste pour comprendre son comportement vis-à-vis des femmes, et qu'il a réussi à se réconcilier avec elles. Cependant, il est ensuite devenu misogyne, ce qui l'inquiète. Son psychanalyste lui dit que ce n'est pas une pathologie, mais plutôt une preuve de discernement et de conscience pure. François évoque également les idées originales de son psychanalyste, qui voit des déviations partout et considère tout le monde comme névrosé. Il conclut en suggérant de discuter de l'inconscient personnel avec Bernard de Montréal. Dans ce passage, l'auteur parle de sa rencontre avec Bernard de Montréal, un psychanalyste. Il raconte comment il a amené 6 cassettes à Bernard pour qu'il les écoute et lui donne son diagnostic. Malgré le coût de l'audition, l'auteur est soulagé d'apprendre que Bernard le considère comme un cas normal. Cependant, il explique que chaque fois qu'une angoisse est enlevée, une autre prend sa place. L'auteur se décrit comme un cas clinique intéressant pour Bernard. Le texte mentionne que Bernard de Montréal est quelqu'un d'intelligent et réussit à fusionner son anima et son animus, sa partie féminine et sa partie masculine, à nettoyer son inconscient personnel et à accéder à l'inconscient collectif. L'auteur retourne voir un autre psychanalyste, Sigmund Menardo, pour lui parler de cette expérience. Lors d'une conférence, Bernard parle de sa vision de l'inconscient personnel et collectif. L'auteur lui demande d'où vient la conscience. Bernard explique que la conscience n'existe pas sur Terre, seulement l'inconscience. Il explique que la conscience fait partie de la transmutation de cette inconscience et de l'avenir de l'humanité. En résumé, l'auteur raconte sa rencontre avec Bernard de Montréal, un psychanalyste qui lui a donné un diagnostic favorable. Il parle également de la vision de Bernard sur l'inconscient personnel et collectif, et de la question de l'origine de la conscience. Selon le psychanalyste, la conscience est formée par refoulement, où il y a une partie refoulée, représentée par des personnages hirsutes dans une cave, et une partie consciente, représentée par un salon mondain. Les deux sont séparés par des gendarmes qui maintiennent la partie refoulée à distance de la conscience morale. Cependant, pour le conférencier, cette vision de la conscience est limitée, car elle est basée sur la pensée rationnelle et intellectuelle. Selon lui, l'homme pensant est déjà sous l'influence des forces astrales et de l'inconscient. Il souligne que l'intellect et la raison font partie de l'inconscience mécanique et progressive de l'homme, qui est reliée au monde astral, à la mémoire, à l'inconscient et à la mort. Il affirme que l'homme rationnel peut profiter de son intelligence dans la mesure où elle correspond à sa perception sensorielle du monde, mais lorsqu'il se détache de cette conscience astrale et entre dans une conscience nouvelle qui n'appartient pas au royaume des sens, il peut ressentir du désarroi et une perte de personnalité. L'homme a du mal à passer de la perception relative et limitée de soi à une perception créative et universelle de son ego cosmique. Il explique que l'homme est incapable de passer de la finitude à l'infini, de la relativité à l'absolu, de la mortalité à l'immortalité, de la pensée personnalisée à la pensée purement créative et objective, en raison de son insécurité psychologique de base. Il mentionne également que l'homme a tendance à se sentir en relation d'amitié ou d'équilibre avec la société dans laquelle il évolue, ce qui fait partie de la progression du moi, mais qui limite sa conscience. En conclusion, pour le conférencier, l'homme a du mal à percevoir sa conscience et à passer vers une conscience créative et universelle, étant donné les limitations de la société et de la pensée rationnelle qui le maintiennent dans une conscience limitée et conditionnée. Dans ce texte, il est expliqué que l'ego humain est désorienté face aux archives universelles de la conscience. Il est incapable de reprendre l'autorité absolue d'une conscience cosmique en raison de la puissance de sa conscience illuminée par l'histoire, qui le lie au moi et l'empêche d'être équilibré sur le plan énergétique. Cela force l'homme à vivre une psychologie égoïque basée sur une mémoire personnelle non purifiée, le connectant en permanence à l'astral et au monde de la mort. Les psychologues, s'ils acceptent le concept de l'astral, devront abandonner leur méthodologie cartésienne et plonger dans l'infini de la pensée humaine. Pour évoluer vers une conscience supérieure et créative, l'homme doit déchirer les voiles de l'ego et remettre en question sa façon de penser. Cela lui permettra de goûter à l'intelligence créative, qui n'est pas génétiquement partagée entre les individus. Cependant, cette transformation peut être douloureuse et la personnalité de l'homme, étant en réalité les autres en lui, rend difficile d'être soi-même. Pour retrouver l'unité en soi-même, l'homme doit entreprendre des recherches et suivre des voies qui le mèneront peu à peu vers une unité de plus en plus réelle.
Cela lui permettra de reprendre son évolution et son intelligence là où il l'a laissé il y a des milliers d'années, lors du déchirement de la conscience astrale et éthérique de l'homme ancien. Le développement du corps mental s'est produit pendant l'involution. Au cours de l'évolution, l'homme devra retourner à la conscience du corps éthérique, mais cette fois-ci à travers une contemplation égoïque mentale supérieure dans une race appropriée. Il pourra ainsi prendre conscience de la mémoire du temps et définir l'infini selon sa capacité de le réaliser. Cela permettra à l'homme de ne plus être constamment hébergé dans une antiquité mémorielle, mais de vivre de manière autonome. Cependant, S. psychologue pense à tort que l'environnement familial détermine entièrement le comportement d'une personne. Selon l'intervenant, la psychologie empêche les individus de réaliser leur propre lumière en se basant uniquement sur les impressions accumulées. Il est important de reconnaître que l'être humain est capable de dépasser toutes les impressions créées sur son moi, et la psychologie devrait prendre en compte les lois de l'énergie, de la lumière, de l'intelligence, de la raison et de l'intuition pour comprendre pleinement l'homme. Dans cette conversation, l'homme BDM critique la psychologie en affirmant que celle-ci perpétue l'illusion de l'incapacité de l'être humain à se surpasser. Il estime que la psychologie doit évoluer et adopter une approche occulte, en explorant les lois de l'évolution, de l'esprit et de l'énergie, au-delà de la pensée rationnelle. Il affirme également que la plupart des complexes et névroses proviennent d'un mauvais départ dans l'enfance, avec des parents qui ont eu un impact négatif sur l'enfant. Il souligne que l'enfant a du mal à accepter que ses parents n'étaient pas parfaits et que cela crée un tabou moral. Cependant, il affirme qu'un homme nouveau, plus évolué, peut transcender les émotions négatives envers ses parents en réalisant simplement qu'ils étaient ignorants. Cette évolution permet à l'homme de se détacher de son passé et de se concentrer sur l'avenir. BDM explique que l'évolution différencie les individus et que certains sont plus évolués que d'autres, ce qui leur permet de voir au-delà des apparences et de dépasser les voiles de l'involution. Enfin, il mentionne que les problèmes de rejet et de difficultés de communication sont liés à une inadaptabilité psychologique envers soi-même. Selon l'auteur, l'homme est incapable de supporter sa conscience sans douter et remettre en question. La culpabilité est un blocage qui empêche l'homme d'accéder à sa réalité. Pour dépasser la culpabilité, il faut avoir un esprit fort capable de supporter la solitude et de juger ses propres valeurs face aux normes imposées par la société. L'homme a besoin d'une science nouvelle qui lui appartient individuellement pour explorer la nature des choses et réaliser que sa propre essence est inviolable. Tant qu'il ne sera pas assez fort émotionnellement, il sera perturbé par le passé. L'homme nouveau est un homme seul, avec une conscience individuelle universelle mais sans conscience collective. Il doit être libéré de la forme et utiliser la forme comme véhicule pour son énergie. Les thérapies de groupe ou autres pratiques ont leurs valeurs mais peuvent évoluer avec le temps et les besoins de l'homme. L'homme nouveau est autonome et n'a pas besoin des structures traditionnelles pour évoluer. Il n'a pas besoin d'évoluer car il est conscient de sa propre évolution. La conscience ne se crée pas à partir de l'inconscience, mais elle émerge lorsque l'inconscience se fracture. La solution des névroses permet une récupération d'énergie, mais cette récupération n'est pas totale car elle ne permet pas à l'homme de passer de l'inconscience à la conscience. Il est inutile de chercher à voir ces névroses car cela les renforce. Il est plus important de connaître les lois de son mental et de comprendre que les complexes et les traumatismes sont issus de la conjonction entre l'activité mentale et le cerveau, dans une dimension appelée l'astral. Lorsque l'homme comprend cela, ces complexes commencent à se briser. Il n'est pas nécessaire de s'observer toute sa vie, mais il est important de connaître les lois de l'origine du mental et des mensonges qu'il produit. La psychologie est complexe et compliquée, et un psychologue ne peut pas amener un homme à la conscience. Cela nécessite une nouvelle science cosmique qui dépasse l'ego et l'involution. L'homme doit connaître les lois de la pensée pour entrer dans une conscience réelle. Cela implique de comprendre d'où vient la pensée, pourquoi nous avons certaines pensées, et quelle est la nature de notre ego. L'intelligence créative de l'homme nouveau est le résultat de la fusion entre son énergie originale et un ego purifié qui a compris la nature de son mental. Il est nécessaire de comprendre ce qui se passe dans notre tête et de prendre la responsabilité de notre relation avec les plans invisibles. Cependant, pour un ego rationnel, communiquer avec ces plans peut sembler fou. C'est pourquoi les sciences sont restées cachées jusqu'à ce que l'homme puisse accepter. Cette nouvelle science est développer une conscience absolue. L'absolu est l'absence de relativité créée par des pensées relatives à l'histoire. Il n'est pas limitatif, mais la façon dont l'homme le vit peut être limitante.
Vivre l'absolu permet à l'homme d'accéder à l'infini et de comprendre les mystères de l'homme, de Dieu et des sphères. L'homme entre dans la conscience supramentale lorsqu'il n'est plus contraint de vivre dans l'ignorance imposée par les religions et les pouvoirs occultes. Actuel est encore en phase d'involution, un être humain avancé mais pas encore pleinement réalisé. L'homme de demain sera reconstruit psychologiquement, avec une nouvelle définition de sa réalité et une capacité à canaliser l'énergie sur le plan humain. L'homme de demain sera au-delà des limitations de l'homme actuel, il sera un surhomme, une nouvelle forme évoluée de l'humanité. Pour atteindre cette évolution, l'homme doit éveiller sa volonté en luttant contre les forces astrales qui l'ont dominé pendant des millénaires. La volonté se développe par la connaissance des lois astrales et la lutte contre elles, ce qui conduit à une fusion avec l'origine cosmique de l'homme et à la spiritualisation de la matière. Il ne s'agit pas de haïr les individus comme les pères et mères, mais de rejeter les forces astrales qui empêchent l'éveil de la volonté. L'auteur affirme que ce ne sont pas les hommes eux-mêmes que les hommes doivent haïr, mais les forces intérieures qui les manipulent. Le nouveau doit donc retourner cette haine contre ces forces qui le conditionnent. L'auteur souligne qu'il en va de même dans les relations hommes-femmes, où il ne s'agit pas de haïr son partenaire mais de reconnaître les parties inconscientes qui s'opposent. L'auteur critique également la compréhension et l'utilisation de l'amour par les hommes, affirmant que l'amour de sphères invisibles, guides spirituels, anges, etc. est mal utilisé et met les hommes dans des situations difficiles. Il dit que l'homme doit lui-même chercher et déchirer les voiles qui le bloquent pour accéder au vrai pouvoir. L'auteur affirme que la spiritualité est une forme de naïveté qui sépare l'être humain de la véritable science cosmique. Il soutient que l'homme doit regarder froidement la relation entre lui-même et les sphères spirituelles pour sortir de l'involution et prendre le contrôle de son énergie. L'inconscient collectif est décrit comme la mémoire humaine constamment manipulée par les forces astrales. L'auteur rejette le concept de l'inconscient collectif, affirmant que c'est une illusion de la psychologie moderne et que les psychologues sont prisonniers de cette illusion. Dans cette discussion, Bernard explique que l'inconscient collectif contient toutes les formes que l'homme ne peut pas utiliser dans la société pour maintenir l'ordre. Cependant, dans le plan astral, toutes ces formes sont possibles, ce qui crée une tension psychique chez l'homme en évolution. Cette tension est responsable de différentes formes de criminalité. L'inconscient collectif, selon les psychologues, représente un monde extraordinaire que les hommes n'ont pas réussi à contrôler. Bernard donne l'exemple de la cigarette pour illustrer comment l'inconscient astral envoie des vibrations pour nous inciter à fumer. Il explique que si l'homme reconnaît l'influence astrale et comprend les lois de l'astral, il pourra contrôler ses impulsions et se libérer de l'influence du monde de la mort. Cela mènera à son évolution.